Un rebelle né. Hernando, Mississippi, 20 ans avant la guerre de sécession. Védérant. Monsieur Madlock, vous vous rappelez ma nièce Marianne. Elle revient de l'école. Bonjour, monsieur. Marianne, tu es devenue une charmante jeune femme. Elisabeth, nous devons vraiment inviter Monsieur Madlock à dîner un de ces jours. Absolument, Sam. Je serais honoré d'accepter l'invitation. Mais pour le moment, j'ai des affaires à régler. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonne nouvelle. Ce sont des jumeaux, mais Sarah va bien. Assure-vous juste qu'elle boive ce thé 2 fois par jour et qu'elle se repose beaucoup. Eh bien, j'apprécie vraiment que vous êtes venue en ville, Mama Thorne. J'avais peur de la perdre. Et je vous enverrai du jambon dès que nous aurons abattu ces cochons. Non, gardez ce jambon. Vous avez 2 bouches de plus à nourrir. Vous pouvez le manger ou le vendre. Je peux me procurer des provisions ici. Merci. Dois-je vraiment endurer une autre soirée avec l'un de ses amis? Il a tes meilleurs intérêts à cœur. Mais je veux choisir mon propre mari. Vous nourrissez le corps dans la ville. Vous devez nourrir votre âme à l'église le dimanche. La Bible dit « Souviens-toi du sabbat, sanctifie-le ». Mon église n'est pas une boîte en bois, où je vois le soleil se lever et se coucher. Et pour moi, chaque jour est sacré. Et fais attention. Mêle-toi de tes affaires, gamin. Qu'est-ce que ça veut dire, Madlock? Nous sommes ici pour régler une dette. J'espère que vous en souvenez. Nous avons payé il y a longtemps. Je n'ai rien à te reprocher, gamin. Reste en dehors de ça. Si tu ne veux pas d'ennui, laisse-nous tranquilles. Personne ne va nulle part tant que ton oncle n'aura pas payé. Qu'est-ce que tu es? Tu es dur d'oreille? Allez, Vous messieurs. êtes dans de beaux draps, tous les deux. Derrière l'arbre, gamin. Elisabeth, tu dois ramener Marianne chez elle immédiatement.
Ma chère, il me semble que vous soyez dans une situation délicate. S'il vous plaît, monsieur. Nous sommes coincés et avons enduré cette situation bien trop longtemps. Je vous exhorte fortement à vous retirer de ce voisinage avec la plus grande célérité, ou je vous donnerai une raclée que vous n'oublierez pas. Forrest, c'est le nom, madame. Nathan Bedford Forrest. Je suis Madame Montgomery et voici ma fille, Mary-Ann. Nous vous sommes reconnaissantes pour votre gentillesse, monsieur. Je suis toujours prête à venir en aide à la gente féminine, madame, sans hésitation. Je serais très reconnaissant de pouvoir vous rendre visite un de ces jours. Bien sûr, monsieur Forrest. Mon mari, William Montgomery, est retourné chez Jésus il y a quelques années. Trouvez-nous sous la gouvernance de mon oncle, le révérend Samuel M. Cowan, à Horn Lake. Mary-Ann, nous devons rentrer chez nous. Bonne journée, mesdames. C'est un jeune homme bien. Ne fais pas attention à lui, Mary-Ann. Il était temps que tu arrives, jeune homme. Comment sais-tu qui je suis? J'entends des histoires. Assieds-toi. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur toi. Certaines disent que tu es un faiseuse de miracles. D'autres disent que c'est de la sorcellerie. Je veux savoir comment tu le fais. Je suis guérisseuse. On pourrait m'appeler médecin des racines, mais je ne saigne pas les gens et je ne coupe pas de membres. Ce sont les plantes qui poussent ici. Je comprends leurs caractéristiques, leurs besoins et comment les utiliser à bon escient. Eh bien, comment sais-tu tout ça? De ma mère et de ma grand-mère. Les femmes de ma famille ont une tradition de guérison qui remonte à 1000 ans. Et j'ai appris ce que je pouvais des Indiens et des Noirs. Maintenant, toutes sortes de gens viennent à moi avec leurs douleurs. Et je leur donne mes cataplasmes et mes potions. Et ils vont mieux. Je suis simplement les voix de la terre. Les voix de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les voix de la terre disent « Nous avons tous des dons et nous devrions utiliser ces dons pour nous aider les uns les autres. » On dit que certains hommes sont supérieurs à d'autres selon leur couleur de peau et que les hommes le sont plus que les femmes. Ce n'est pas juste du tout. Et c'est pourquoi tout le monde est si misérable. Alors, j'ai suivi les voies de la terre. J'ai un autre genre de problème. J'ai rencontré cette fille. Elle est vraiment jolie et douce, et je veux l'épouser. Mais son tuteur, c'est ce prédicateur de feu, le révérend Samuel. Il ne pense pas beaucoup de moi. Il ne pense pas beaucoup de moi non plus. Pour lui, nous sommes tous deux des pécheurs en route pour l'enfer. Mais je sais des choses qu'il ne sait pas. Comme quoi? As-tu déjà regardé les étoiles la nuit? J'adore les voir illuminer le ciel. Toutes ces étoiles brillent dans leur ciel, tout comme le révérend et les membres de la société. Mais une fois de temps en temps, il y aura cette comète qui traversera tout le ciel, chacun avec son rôle. Plus brillante que toutes, elle trace son propre chemin. Tu es cette comète brillante, mon fils. Tu ne vas pas rester un pauvre fermier avec de la terre sous les ongles. Tu vas avoir une belle grande maison, une affaire florissante. Et un jour, tu mèneras des hommes au combat. Mais je veux épouser Mary-Ann maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose sur ces chrétiens.
Il n'y a rien qu'ils apprécient plus qu'un pécheur repenti. Et ça, c'est moi. Des balles, c'est ça? Non, monsieur, Nathan Bedford Forrest, avec 2 R, juste pour clarifier. On m'a dit que tu es ici pour te renseigner sur Mériane. Ma jeune nièce douce et câline, Mériane, pleine de vie et d'innocence, toujours souriante. Oui, monsieur, c'est exact. Est-ce que tu es ici pour demander sa main en mariage? Cela semble un moment important. C'est exact. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il dormit. Et il prit délicatement une de ses côtes, et referma doucement la chair à sa place. Et la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il en fit une femme. Et il l'amena à l'homme. Et Adam dit avec émerveillement, « Ceci est maintenant os de mes os, et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été merveilleusement prise de l'homme. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Comprends-tu, mon fils, le sens profond de ces Écritures? » Monsieur, ayant seulement 6 mois de vraie école et n'étant pas très familier avec le bon livre, je ne peux pas dire. Dieu parle ici de la grande et profonde gravité sacrée du saint mariage. Ne comprends-tu pas cela? Je pense que je serai le mari parfait pour votre nièce. Je ne consentirai pas à une fraternité entre toi et ma Mériane, encore moins à un mariage. Qu'est-ce que tu penses, fils? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je crois que je serai un bon mari pour votre nièce. Mais selon ta réputation, tu es un ivrogne, un fanfaron et un menteur. Mademoiselle Mériane est une chrétienne. Vous avez raison, monsieur. C'est pourquoi j'ai l'intention sincère de l'épouser. Maman, tout se passe exactement comme je l'espérais. Tu penses vraiment que tu veux épouser cet homme? Oui, Tu te souviens de notre conversation? maman, je vais épouser Nathan Bedford Forrest. C'est vraiment décidé. Au cours des 20 années suivantes, Nathan Bedford Forrest a établi et développé ses activités commerciales, devenant l'une des personnes les plus riches du Deep South. En 1861, avec les sombres nuages du conflit se profilant à l'horizon, la guerre des tarifs entre le Nord et le Sud avait des conséquences sur les affaires de Forrest. Merci beaucoup, mademoiselle. Abigail, comment va ton petit? Nous avons envoyé notre médecin chez vous hier, et il a dit qu'elle se remettait rapidement de sa chute. Madame, elle allait très mal, mais maintenant ça va beaucoup mieux, avec des sourires. Merci, madame. Je suis heureux de l'apprendre. Nathan, je suis mal à l'aise avec toute cette discussion sur l'inquiétude régionale parce que ça pèse. Que penses-tu que cela peut signifier? Eh bien, je suppose que tout se résume à l'argent. Nous, les sudistes, voulons simplifier les choses, et les Yankees veulent les compliquer. Eh bien, comment cette guerre tarifaire affecte-t-elle notre entreprise familiale? Ça ne va certainement pas aider. Je donnerais une fortune pour aller à Washington et leur faire entendre raison. Maintenant, chérie, nous ne devons pas laisser nos nerfs prendre le dessus. Pourquoi cette nomination? En parlant de ton tempérament, je ressens une tension. J'aimerais que tu m'accompagnes ce dimanche matin à l'église pour partager un moment. Les paroissiens veulent tous te rencontrer. Et comme je le suis sûrement, ils sont aussi très inquiets pour ton salut imminent. Je n'ai pas besoin d'écouter ce saint idiot vide de sens. La vie est tellement meilleure quand on est chrétien, ma chérie. Dieu t'aime et désire que tu sois sauvée et comblée. Eh bien, ton souci pour mon âme éternelle est touchant. Il n'y a rien de bon à attendre de moi en lisant un livre que je ne comprends pas. Je pensais que Dieu aidait ceux qui s'aident eux-mêmes. C'est vrai,
Concentrons-nous sur l'aide à notre famille pour l'instant, d'accord? Eh bien, je pense que des moments difficiles sont à venir. Ma chère, pourquoi penses-tu comme ça? Bien, ces damnés Yankees ne peuvent pas être éduqués. Ces prétentieux pensent que Boston est le centre de l'univers. Guerre. Peu après l'inauguration d'Abraham Lincoln en tant que président des États-Unis en 1861, des forces sécessionnistes ont attaqué Fort Sumter en Caroline du Sud. La guerre entre les États avait commencé. 2 mois après le début des hostilités, Nathan Bedford Forrest et son fils William ont rendu visite à un officier de recrutement de l'armée des États confédérés dans le Tennessee. Messieurs, maintenant que le Tennessee a voté la sécession, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas rejoindre l'armée confédérée. Tout le monde se sépare de nos jours. Il est temps de nous attaquer aux Bleus. Alors, qu'en dites-vous, Nathan? Il n'y a pas de choix, les envahisseurs de Lincoln ont envahi notre pays. La guerre sera finie d'ici Noël. Un de nous, les confédérés, peut facilement éliminer 5 fédéraux. Nathan, j'ai besoin de te parler en privé. Nathan, ça fait longtemps que je te connais. Et je connaissais ton père. Un homme bien. Ton père nous a quittés trop tôt. Je crois qu'il avait 37 ans. C'était un bon forgeron. Ta mère ne s'est pas remariée? Ça n'a pas d'importance. En signant ce papier, tu rejoins directement notre armée comme soldat de première classe. Et ce que cela signifie, c'est que tu iras directement chez le capitaine White des fusiliers montés du Tennessee. Qui est ce garçon? C'est mon fils Willie. Veux-tu être confédéré, gamin? Je veux juste chasser les fédéraux avec mon père. J'entends dire que ces Yankees sont laids et qu'ils sentent l'écurie. J'entends dire qu'ils côtoient Satan. Je l'ai constaté moi-même récemment. Tu as absolument raison, fils. Pire que des vermines. Nathan, il est un peu en dessous de la limite légale. L'âge. Mais je vais insister pour que nous l'obtenions. Bien que Nathan Bedford Forrest ait rejoint l'armée confédérée en tant que soldat de première classe, il a rapidement gravi les échelons pour devenir sergent de cavalerie en raison de ses compétences équestres exemplaires et de sa capacité à diriger les autres. Bonjour, patron. Bonjour, messieurs. Comme vous le savez, je suis un officier confédéré avec ma propre unité. On dit que c'est une société de crédit. C'est exact, Ben. C'est une unité de cavalerie. L'un de vous veut-il se joindre à nous? Rivaliserons-nous, monsieur? Vous pariez. Et pour les armes, on pourra tenir nos propres fusils? Non seulement vous aurez vos propres armes, mais vous serez entraînés comme de vrais soldats. Gloire soit rendue. Qui est prêt à lutter pour Dieu et Jefferson Davis? Et pour notre liberté, monsieur? Je veux avoir une conversation avec Apollo. Il vous dira ce que j'ai à dire à ce sujet. Vous serez parmi les meilleurs cavaliers du Sud, je vous le promets. Nous serons tous des champions. Et je suis fier de vous avoir sous mon commandement. Ravi de vous voir, monsieur. Oui, j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer, Apollo. Oui, monsieur. Beaucoup de vos gens sont venus me parler en privé de leurs conditions, me parlant de leur liberté. À partir d'aujourd'hui, je ferme mon entreprise de traite d'esclaves. Pardonnez-moi, monsieur. Je pourrais supposer que vous me donnez cela, notre liberté. Oui, Apollon. Nous sommes tous libres. Mais monsieur,
Qu'en est-il de vos affaires? L'argent? Eh bien, l'entreprise prendra la perte. Bien sûr. Loué soit-il. Tous ceux qui souhaitent rester peuvent travailler. Et tous ceux qui souhaitent partir, libres de partir. Je comprends, messieurs. Première bataille de Murfreesboro, Tennessee. 13 juillet 1862. Le domicile du général C.S. Samuel Cooper, Richmond, Virginie. Eh bien, sénateur Haynes, c'est un plaisir de vous voir. Je vous remercie d'être venu ici depuis le Tennessee pour discuter avec moi. Je vous remercie sincèrement de prendre le temps de votre emploi du temps très chargé pour me rencontrer. Maintenant, l'objet principal de votre lettre était concernant vos inquiétudes au sujet de la promotion de Nathan Bedford Forrest au rang de général de brigade. Oui, général, et vous devez comprendre que c'est le cœur lourd que je suis ici aujourd'hui. De retour chez nous, nous ne souhaiterions rien de mieux que d'avoir un véritable héros, fier de l'État du Tennessee. Monsieur, vous n'êtes pas d'accord avec sa promotion, c'est ça? Je ne l'approuve définitivement pas. Pensez-vous qu'il soit inapte à ce poste? Je pense vraiment qu'il est inapte à servir en tant qu'officier de quelque grade dans cette confédération. Point final. Eh bien, sénateur, ce sont des paroles assez sévères. Veuillez expliquer. Ce n'est pas des oui-dire. C'est ce que j'ai vu. Les preuves directes. J'ai eu le privilège d'assister à 2 réunions d'officiers avec cet homme. Ce furent des réunions de table ronde, cherchant des stratégies et des idées pour renvoyer ces Yankees d'où ils viennent. Eh bien, parfois, ces réunions peuvent être productives. Pendant la réunion, toute la réunion, Forrest était assis, dans un coin, en tailleur, comme un Indien. Cela donne une image de son attitude et comportement. Il n'a pas dit un mot et n'a rien apporté à la conversation. Son silence en dit long sur son engagement ou son intérêt. Ça me rappelle mon aîné quand il avait probablement 5 ans. Exactement. C'était totalement irrespectueux. En fait, il ne voyait aucune raison d'être là. D'accord, quoi d'autre? Lors de la 2e réunion Forrest,
a décidé d'amener ses gardes privés, créant une atmosphère de tension. Certains officiers choisissent de faire ça. Général, les gardes qui l'accompagnaient étaient tous de race noire. Tout noir. Ce sont d'anciens esclaves à lui, et il en éprouve une grande fierté. Il les appelle par leur prénom. Seigneur, Seigneur, cela semble un peu inhabituel. Les autres officiers ne veulent pas travailler avec lui. Ils comprennent? Il doit exister un certain ordre sur le champ de bataille. Forrest n'est rien d'autre qu'un gorille. Sénateur, je vous promets, je vais m'en occuper. Ce que j'ai besoin que vous fassiez, dès que vous le pouvez, c'est de me fournir des rapports de certains officiers présents. Leurs conclusions n'ont pas besoin de coïncider avec les vôtres, mais j'aimerais que les rapports corroborent vos découvertes et ce que vous m'avez dit. Cela prendra un peu de temps, mais je m'en occuperai. Monsieur le sénateur, j'attendrai votre correspondance. Le 21 juillet 1862, Nathan Bedford Forrest est promu au rang de général de brigade dans l'armée des États confédérés d'Amérique. Voici de la sauge pour te protéger. Romarin, pour le souvenir. Bénédiction des montagnes pour un voyage sûr. Reste dans ton parc, mais sache que tu n'en auras pas besoin là où tu es destiné à aller. Qu'est-ce que c'est? Les lignes sont brisées à 3 endroits. Vous devez évacuer immédiatement. Je ne peux pas partir maintenant. J'ai trop d'hommes à m'occuper. Rassemblez vos blessés et retirez. Rapidement. Laissez-moi faire asseoir cet homme et le faire marcher. Vous êtes seul, Doc. D'accord. Je ne peux pas le faire, Doc. Il peut marcher s'il porte ça. Et qui êtes-vous? Je suis Mama Thorne. D'accord. Maintenant, voyons. Mettez-le, il pourra y aller. Dites-lui d'aller se couper un bâton de marche là-bas. Il y a plein de branches mortes. Ne prenez pas d'un arbre vivant. Mets tes bottes, garçon, tu peux marcher. Tiens, prends ça. De toute façon, c'est à toi. Tu peux y aller maintenant. Dites à vos officiers, en traversant ces bois, de ne tirer que sur ce qu'ils prévoient de manger. Comment pouvez-vous faire ça? Je ne pouvais pas les faire marcher. C'est ce que je fais. Nous n'avons pas de médecin fancy ici, donc je fais les soins. Raids près de Vicksburg, Mississippi. Décembre 1862.
Il est parti rencontrer son créateur. La Terre n'est pas prête pour lui encore. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour lui, il est parti. Peut-être pas. Oh oui, il y a quelque chose que je peux faire. Salut le feu, véritablement le plus pur de tous les éléments. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais de toute ma vie été témoin de quelque chose d'aussi extraordinaire que cela. Quartier général de l'État de l'Alabama, du colonel américain Abel Strait. Sa mission: se diriger vers le nord pour couper le chemin de fer confédéré au sud de Chattanooga, Tennessee. Oui, Williams. Tous présents et comptés, monsieur. Pourquoi j'entends encore des coups de feu quelque part? Tir au but? Non, monsieur. Quelques tirailleurs nous posent encore des problèmes. Quel tirailleur? D'où? Je ne sais pas, monsieur. Nous allons nous en occuper. S'il vous plaît, faites. Oui, Williams. Tous présents et comptés, monsieur. Tout comme hier, tu me dis que nous sommes tous présents et comptés. Et pourtant, j'entends encore des coups de feu au loin. Oui, monsieur, nous y travaillons encore. Ces coups de feu m'ont tenu éveillé presque toute la nuit. Moi aussi, monsieur. Williams, on fera débarquer un groupe de reconnaissance derrière nous demain. Je souhaite vraiment savoir qui sont ces fauteurs de troubles. Comprends-tu que je veux dire? Oui, monsieur. Occupe-toi de ça. Pourquoi j'entends encore ça, Williams? Plus de tireurs légers que prévu, monsieur. Et d'où viennent-ils, ces tirailleurs? Eh bien, nos éclaireurs en ont capturé un brièvement. Brièvement? Pourquoi brièvement? Le prisonnier s'est échappé, monsieur. Alors, Williams, que disait ce prisonnier qui s'est échappé autant vite, au juste? Il faisait partie d'un grand groupe de cavalerie commandé par ce général Forrest. Forrest. Nathan, Bedford, Forrest. Je ne sais pas, monsieur. D'accord. Demain, nous allons donc doubler le pas. Tu comprends, Williams? On va semer ces fils de pute. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument, monsieur. Oui, monsieur. Qui diable tire ce canon sur nous? Dis-moi, quelqu'un le sait ou non? Ce sont encore les hommes de Forrest, monsieur. Depuis combien de temps ça dure, Williams? Bien plus d'une semaine, monsieur. Et dis-moi, d'où viennent-ils alors avec ce diable de canon?
Il doit s'agir d'une force très petite pour se déplacer à telle vitesse. J'espère que c'est le cas. Alors maintenant, on fait demi-tour et on les frappe à midi, tu me comprends? On stoppe l'avance, monsieur. Juste un instant. Je veux vraiment montrer à ce général Forrest de manière claire avec qui il a affaire. Colonel? Williams, je commence à être vraiment fatigué de tout ce qui se passe. Cela devient trop lourd à supporter. Ça fait 15 jours maintenant, Williams, tu vois. 15 jours déjà, tu comprends que cela signifie. N'ont-ils pas le courage de nous affronter et de nous combattre comme de véritables hommes? Ils nous épuisent sans relâche. Je pense que cela pourrait bien être le plan envisagé. Très bien. Encore un jour de plus à attendre. Et nous serons enfin près de Cedar Bluff. Y a-t-il une idée précise et détaillée de la force de combat que cet homme peut mobiliser? C'est vraiment très difficile à dire, monsieur. Alors, il faut qu'on mette la fin à tout ça. Écrasons ces insectes qui courent comme les vermines qu'ils sont, en fait. Juste à l'est de Cedar Bluff, Alabama. 3 mai 1863.
Vous voyez quelque chose? Non. Non, monsieur. Je sais qu'ils sont là-bas. Seigneur, quand cette pluie va-t-elle cesser? Qu'elle dure, c'est à notre avantage. Mais ça rend tout si glissant après. Oui, on est habitué, pas les Yankees. Oui, il pleure à cause du temps ici, j'en suis sûr. Que devons-nous faire des hommes de Strait? J'ai dois parler au lieutenant pour voir combien d'artillerie il nous reste. Combien de prisonniers? Environ 30 pour l'instant. Eh bien, on va en avoir beaucoup plus. Prenez garde, le général a une stratégie en cours. Oh, lieutenant, nous sommes en train de discuter de vous. Le général Hill veut savoir combien de pièces d'artillerie il nous reste. On en a peut-être 2 qui peuvent encore tirer. Combien avons-nous exactement de pièces d'artillerie qui ne sont pas en mesure de tirer? On pourrait avoir assez de pièces pour en faire 10. Elles ne marchent pas, les Yankees les ont. La plupart ont-elles des roues et des caissons? Je crois que oui. Je pense qu'on a 10. Donc on a 2 qui fonctionnent et 10 qui pourraient rouler. Oui, avec un peu de travail, on peut gérer ça. Alors, que pensez-vous, général? Faisons en sorte que l'on ait l'air d'avoir beaucoup plus d'artillerie qu'en réalité. Quel est l'intérêt? Eh bien, il a pris une raclée et on va lui demander de se rendre. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis sérieux. Il a encore 3 fois plus d'infanterie que nous. Il ne le sait pas. J'ai hâte de voir si ça va marcher. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez précisément que je fasse? Je veux toute l'artillerie en cercle. Et la cavalerie? Ne les montrez pas trop. Mais gardez-les là. Combien de temps pour finir ça? Quelques heures. Faites-le aussi vite que possible. Avez-vous besoin de canons? Utilisez des troncs d'arbres. Oui, monsieur. Je vais essayer de le faire. Colonel Strait, je dois exiger une reddition inconditionnelle de votre force comme prisonnier de guerre. Sinon, je ferai mettre tous les hommes à l'épée. Vous êtes conscient de la force écrasante dont je dispose maintenant. Et cette demande a été faite pour prévenir une effusion de sang supplémentaire. Je le suis, monsieur, très respectueusement. Votre obéissant serviteur, Nathan Bedford Forrest, général de brigade de cavalerie, armée des États confédérés. Informez le général Forrest que je le retrouverai ici, dans ces bois, dans 5 minutes. Oui, monsieur. Général Forrest, je ne capitulerai pas à moins de savoir que votre force est égale à la mienne. Grand Dieu, combien de canons avez-vous en tout? Eh bien, j'en ai compté environ 15 jusqu'à présent. La plupart sont derrière ces monts. Mettons un terme à cela, colonel. J'ai suffisamment d'hommes pour vous faire tomber à la renverse. On dirait un bon nombre d'entre eux, monsieur. C'est bien ça. Je vous informe, monsieur, que vous êtes autorisé à conserver vos armes de poing et vos bagages. Je vous fournirai même de la nourriture et de l'eau.
Comment avez-vous pu me berner exactement, Forrest? Vous avez peut-être 400 hommes, mais j'en ai 700. J'aurais vous battu sans difficulté dans un affrontement direct. Ici, on appelle ça une simple supposition, monsieur. Je demande que vous rendiez nos armes afin que nous puissions nous battre jusqu'à la fin. Tout est permis. En amour et en guerre, colonel. J'ai été légèrement réconfortée d'apprendre que tu as reçu un congé pour nous rendre visite. Oui, madame. Cela fait 18 mois depuis ma dernière visite. Des jours paisibles. Comment va notre fils Willy? Oh, il est devenu un excellent officier confédéré. Tout comme son père. Mary Ann, Lincoln a commis tant de crimes de guerre. Nous avons à peine fait des progrès. J'ai entendu dire que ces radicaux avaient récemment suspendu l'habeas corpus dans le Nord afin de faire taire les partisans anti-guerre. Qu'en est-il de ce blocus naval? Que devrions-nous vraiment attendre d'un coercitif du Nord? Cette bataille n'aurait jamais dû être livrée. La guerre entière n'aurait jamais dû avoir lieu. Eh bien, les gars, nous ne serions pas dans ce pétrin sans Lincoln. Ne faites pas confiance aux Yankees, des traîtres. Ils se croient tellement. Quel est le mot? Supérieur. Ils veulent que nous y croyions. Le Nord imprime des mensonges sur nous. Il y avait un article qui disait que j'utilise des femmes comme bouclier. Ils disent que je vous base avec des chaînes. Oui, et je bois mon café dans des crânes de Yankees. Bientôt, ils diront que je mange des bébés au petit déjeuner. C'est pure connerie. J'ai de l'alcool de contrebande. Le meilleur de ce côté du Mississippi. Non, merci. J'ai des employés qui se chargent de boire à ma place. Mon peuple ne verra jamais 40 acres et une mule. Tous ces riches s'en vont vers le nord. Pourquoi disent-ils que nous luttons pour l'esclavage? Ce n'est pas notre combat. Regardez-nous. L'esclavage est mort. Eh bien, les gars, je suppose qu'on va se coucher avant d'être épuisés. 10 juin 1864. Nathan Bedford Forrest, désormais appelé le magicien de la selle, mène 3500 hommes contre une force fédérale de plus de 8000 à Bryce Crossroads, au Mississippi.
Sénateur, je suppose que vous avez fait un voyage sûr et sans incident. Cela fait presque 2 ans depuis notre dernière rencontre, et je crois que j'attendais une correspondance en ce qui concerne votre position sur Nathan Bedford Forrest. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Les officiers ne souhaitent pas prendre position officiellement contre Forrest. Avez-vous changé votre position concernant Forrest ? Je ne l'ai certainement pas fait. Au cours des 2 dernières années, il est devenu une sorte de légende parmi ses troupes. Il est effectivement dangereux, général, dangereux pour notre gouvernement et dangereux pour notre cause. Sénateur, la dernière bataille de Général Forrest. Dans le nord du Mississippi, à Bryce Crossroads, c'est une petite ville près de Baldwin, au Mississippi. Je suis familier avec cet engagement. Forrest a rencontré ici le général Samuel Sturgis. Et Sturgis avait là-bas un commandement de plus de 8300 hommes, tandis que Forrest avait 3500 cavaliers. Sturgis a été solidement et résolument vaincu très rapide. À Bryce Crossroads, certains appellent cela la bataille de Gun Point. Sturgis a battu en retraite vers Memphis, avec ses troupes en totale désorganisation. Forrest a capturé 1600 hommes et une ligne de ravitaillement que nous pouvons certainement utiliser. En réalité, les habitants de cette région, appelés les locaux, nomment cela une bonne vieille raclée du Mississippi. Je ne vais pas démettre en service le major général Forrest. En fait, et cela vient du fond de mon cœur, j'aimerais vraiment avoir une douzaine ou plus de généraux Forrest. Peut-être pourrions-nous inverser le cours de cette guerre en notre faveur. Et nos troupes, général, j'ai des nouvelles pour vous. Ils risquent de le tuer. Et si ce n'est pas le cas, je pourrais le faire moi-même. Bonne journée. Chut, mon garçon. Je sais que tu n'es pas encore mort, mais tu ferais mieux d'agir comme si tu l'étais. Madame, qui diable êtes-vous? Vous êtes diable de vrai. Vous venez de tuer mon fils. Madame, mes ordres sont d'évacuer quiconque de cette zone. Vous devez partir. Il ne résiste plus du tout maintenant. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Madame, mes ordres. Ordre? Vous avez déjà exécuté vos ordres. À l'heure actuelle, une femme a incontestablement le droit d'enterrer son propre enfant. Vous devez retourner à votre unité tout de suite. Je vais ramener mon pauvre garçon chez moi maintenant. Oui, madame. Eau de marais, sombre et profonde. Tous mes secrets, tu les garderas. Il était temps que tu te réveilles, Stuart. Est-ce que le paradis? Je ressemble à un ange? Non, pas exactement.
mais c'est le meilleur endroit où j'ai été depuis longtemps. Où suis-je? Qui êtes-vous? Je suis Mama Thorne et voici mon marais. Les Bleus sont arrivés en tirant, alors je t'ai amené ici. C'était un repérage. On allait faire une embuscade. Mais ils t'ont eu en premier. N'y a-t-il pas assez de souffrance dans ce monde sans que les hommes ne se fassiez du mal? C'est la guerre. La guerre des riches. Ils vous ont forcé à vous inscrire, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous venez de Columbia. Comment le savez-vous? Vous l'avez gravé sur votre boucle. Ils ont pris Columbia? Non, mais Sherman arrive par ici. J'ai des cousins en Pennsylvanie. Ils sont avec Sherman maintenant. Je veux plus me battre, Mama Thorne. Vous n'êtes pas obligé. Quand vous serez prêt à partir, dirigez-vous vers l'ouest. Je connais un chemin dans les montagnes. Il y a de la vie et de la liberté là-bas. Je ne peux pas abandonner la Confédération. Veux-tu vraiment tirer sur tes cousins? Non, madame. Toi et combien d'autres garçons comme toi gravent leur nom et le nom de leur ville natale sur leur boucle de ceinture, au cas où ils seraient tués quelque part où personne ne les connaissait. Je sais que le Sud est votre maison, gars. Mais l'esclavage est le plus grand mal sur cette terre. C'est bien que ce soit fini. Mais cette terre ne peut pas guérir tant que les combats ne sont pas terminés. Dirige à l'ouest. Tout le monde pense déjà que tu es mort. Et si tu retournes à cette guerre, tu le seras enfin. Tu peux construire une belle vie pour ta famille là-bas. Pouvez-vous faire passer le message à ma famille? Je trouverai comment les informer. Je suis sûr que j'ai faim. Y a-t-il quelque chose à manger? Bien sûr, j'ai beaucoup de nourriture chez moi. Repose-toi, je vais te chercher à manger. Général, j'ai un message important pour vous. Lisez-le simplement pour moi. Le général Robert E. Lee a capitulé avec l'armée de Virginie le 9 avril, mettant fin à la guerre d'indépendance du Sud. Rendez-vous au poste de l'armée américaine le plus proche pour remettre vos armes et attendre de nouvelles instructions. Respectueusement, le gouvernement CS. Cercle de la vie, ce centre de grâce éternelle. Que la magie protège et préserve ce lieu sacré pour toujours. Ciel au-dessus et terre en dessous. Bénissez l'obscurité de la nuit avec paix. Par la lumière de la lune et son grand pouvoir, ceux qui bénéficient de ma protection se porteront bien. Que les eaux coulent toujours. Que la guérison grandisse sans cesse. You signed up to fight for the glorious cause, to preserve our rights and our land. They told you this war could not last very long, and you marched off so proud and so grand. The South and the North both will suffer. A nation divided can't stand. But you carry our hearts when you enter the fray, and we'll raise a cheer for our brave boys in gray. You gallantly charged into combat as the minis and cannonballs roared. You met death through smoke and through thunder, trudging in bloodshed and gore. Some came back in caskets or baskets, their sweethearts and mothers now mourn.
and the battles still rage, and we curse and we pray, waiting and weeping for our brave boys in gray. Your horse and your comrades sustain you as you travel in heat and in snow. Every town, every turn can hold danger when you can't tell the friend from the foe. Our fields are barren, our harbors are blocked, and we cling to one desperate hope, that this cruel war will end on some bright, blessed day, and we can bring home all our brave boys in gray. Alors que les nuages de tempête de la guerre se dissipaient et que la complexe machinerie de la reconstruction commençait, Nathan Bedford Forrest rentra chez lui et à ses affaires. Il avait des visiteurs fréquents. Et quoi de cette étendue là-bas, Apollo? Ça a l'air sacrément difficile, monsieur. C'est pas grand-chose. Johnny. Bonjour, monsieur le général. Je suis heureux de vous voir. Johnny, voici ma femme, Marianne. Madame. Marianne, voici mon ancien sous-lieutenant. Ravi de te voir, Johnny. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il y a une organisation que j'aimerais te présenter. Je pourrais être intéressé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Ku Klux Klan. KKK pour faire court. C'est quel genre de nom, ça? Eh bien, c'est en fait un nom absurde. Moi et les gars l'avons trouvé, à Pulaski, la veille de Noël 65. Et de quoi s'agit-il, Johnny? Nous offrons notre soutien aux veuves de guerre, aux orphelins, ainsi qu'aux vétérans de toutes origines raciales. Que voulez-vous que je fasse? J'aimerais bien te faire connaître notre leader, qui est George Washington Gordon. Je connais Gordon. Nous aimerions savoir si nous pouvons compter sur ton soutien. Eh bien, Johnny, je serais ravi de vous aider de toutes les manières possibles. Puis-je te parler, Apollo? Oui, monsieur. Des messieurs passent ce soir, j'aimerais que tu les rencontres. Ils sont déjà venus ici. Ils sont du Ku Klux Klan. Il y a quelque temps, je leur ai demandé d'ouvrir une section noire à Nashville. D'accord. Maintenant, ils traînent un peu, mais si tu les rejoignes, cela pourrait aider. Je croyais que tu serais plus intéressé. J'en ai déjà entendu parler auparavant. C'était pas encourageant. Comme quoi? Des gens se font blesser. Certains se font lyncher. Lyncher? Peut-on faire confiance à cette information? Mon frère, il l'a vu. Et prédicateur. Merde. Espérons que ce sont des exceptions. Fais-moi une faveur, assiste à cette réunion. On trouvera une solution. Bien sûr, monsieur. Abigail, est-ce que cela vous dérangerait de me rendre un petit service? Oui, madame. Veuillez informer Monsieur Forrest que je suis à l'église ce soir, s'il demande. Mais Monsieur Forrest a des invités. Je suis au courant. Madame, mais c'est un peu inhabituel, je pense. Je n'ai aucun désir d'être en compagnie de ces messieurs-là, Abigail. Veuillez informer Monsieur Forrest de ma position lorsqu'il demandera. Oui, madame. Mon Dieu, cela fait un moment. Mama Thorne? Tu veux me saluer ou tu cherches des conseils?
Eh bien, cet endroit n'a pas beaucoup changé en 15 ans. Cet endroit n'a pas beaucoup changé depuis 1000 ans. Qu'est-ce qui te préoccupe, Nathan? J'ai rejoint ce groupe il y a quelque temps, et maintenant il m'appelle un leader. Tu parles du Ku Klux Klan, je crois. Je connais, mais je pense que tu es plus une figure de proue qu'un vrai leader. Je pourrais l'être. Quelques-uns d'entre nous ont pensé qu'il serait une bonne idée d'ouvrir un chapitre entièrement noir à Nashville. Ça sonne presque progressiste. Ouais, mais je ne sais pas. Je voulais qu'Apollo dirige ce chapitre, mais il ne veut rien avoir à faire avec ça. Tu le respectes? Tu fais confiance à lui? Oui, je le fais. C'est un ami de longue date. Les fondateurs du clan avaient peut-être de bonnes intentions premièrement, mais maintenant, je suis sûr qu'Apollon t'a dit ce qu'il a entendu. Ce que j'ai entendu et vu a été terrible. Nathan, tu es un homme puissant, mais je pense aussi que tu es un homme bon. Tu sais que j'étais contre la guerre, mais je pense que tu passeras à l'histoire comme un grand général guerrier. Être dans le clan ruinera ton nom. Tu sais ce que tu dois faire. Si tu ne peux pas arrêter ce qu'ils font, tu dois partir dès que possible. Et va dire à Marianne que tu es prête à te faire baptiser. En 1867, Nathan Bedford Forrest a rejoint le Ku Klux Klan et, à la demande des membres du clan, est devenu leur leader. Forrest a démissionné de son poste au sein de l'organisation un peu plus d'un an plus tard, invoquant le désordre et le chaos dans le groupe, ainsi qu'une utilisation accrue de la violence et d'autres méthodes que Forrest a décrites comme contre-productives.
Thank you.